On l'avait trouvé là où personne n'aurait dû survivre. Et c'est précisément cela qui marqua le commencement. L'aube grise se répandait vite, comme du lait allongé sur une pierre froide. La nuit, le vent avait hurlé au point de faire trembler les murs des longues maisons, et maintenant, il semblait s'être lassé. Il ne faisait plus que pousser, avec un souffle rauque, de lourdes vagues vers la grève. Les hommes du village étaient sortis tôt, quand le brouillard s'agrippait encore aux pentes. Pour eux, le matin après la tempête était une affaire connue. La mer, la nuit, déchirait des navires étrangers. Et le matin, elle jetait parfois sur le rivage, de quoi tenir un hiver de plus. Yalti marchait un peu à l'écart, comme il le faisait toujours. Son visage restait calme et fermé. Son regard s'accrochait à chaque épave près de l'Esso, mais on y lisait à peine des émotions. Un air glacé venait du large, et sous les pieds, la grève gelée chuintait. « Côte 1 » dit l'un des anciens, s'appuyant sur un long bâton. « Côte de 2 » Yalti releva la tête. Au loin, entre les dents noires des rochers, flottait en effet un grand morceau de bordage, où subsistaient des traces de peinture, d'un bleu terne que l'on n'utilisait pas dans ce village. Il en estima la taille d'un coup d'œil et calcula combien de bois on pourrait en tirer. Ici, le bois valait plus cher que l'argent. Mais, plus près du rivage, un autre débris attira son attention, irrégulier, comme une paume arrachée en navire. Il dérivait lentement vers le banc. Il accéléra le pas, sans se presser encore, tant qu'il lui semblait que ce n'était qu'un autre tonneau ou un coffre. Pourtant, quand la vague poussa le débris plus près, un changement se fit entendre par-dessus le clapot. Les voix étrangères se turent, un rire se brisa net. Il s'arrêta juste un instant. Sur la planche sombre et mouillée reposait un corps humain. De longs cheveux, emmêlés dans des cordages, étaient assombris par l'eau. Le visage avait pâli jusqu'à la couleur d'un ventre de poisson. Les lèvres bleuirent. Une robe déchirée, manifestement coûteuse, avec des fils d'argent cousus, collait au corps, dénudant les épaules et les jambes. L'étoffe avait été d'un bordeaux vif, avec des motifs au bas de l'ourlet. À présent, elle semblait d'un noir sale, maculé de sel et de vase. Les paumes étaient ouvertes, les doigts légèrement recourbés. Et dans cette posture, il y avait quelque chose d'insupportablement démuni. « Trop tard », dit un jeune pêcheur en plissant les yeux. « La mer a pris ce qui lui revient. Regarde plutôt le tissu, celui-là, on peut encore le vendre. » Le vieil homme près de lui hocha la tête, mais ne se hâta pas d'approcher. Un corps n'essaie pas un tonneau. Il s'observait, pesant s'il valait la peine de se mêler d'une étrangère morte que, de toute évidence, la mer avait rejetée comme une chose inutile. Yalti était déjà sur le point de détourner les yeux et de poursuivre sa route. Mais il lui sembla qu'il y avait eu un souffle, une chance. Il s'immobilisa. Il aurait pu se dire qu'il s'était trompé, que ce n'était qu'un éclaboussement, mais ses jambes le portaient déjà en avant. Quelques pas sur les pierres glissantes, une inspiration brutale d'air gelé. Sa veste vola sur un rocher tout proche, ses bottes restèrent sur la grève. Il arracha aussi de sa ceinture son lourd couteau. L'eau frappa son corps comme si 1000 aiguilles fines s'y plantaient d'un coup. Yalti connaissait cette étreinte froide, mais chaque fois, elle serrait le cœur. Il atteignit le débris de bordage à force de quelques puissants mouvements. La planche oscilla sous ses mains. La jeune femme remua faiblement. Ses cheveux glissèrent sur le bois mouillé. Yalti saisit le bord, se hissa, et d'une main la tira vers lui. Le corps était lourd d'eau et gelé comme une pierre. Au cou, dans la lumière terne du matin, eut le temps de luire une chaîne fine, aussitôt cachée par les mèches trempées. « Ktaini » souffla-t-il, moins pour vérifier que pour s'en convaincre. Depuis le rivage lui parvint un cri. Quelqu'un jurait, mais personne ne se jeta à l'eau derrière lui. C'était habituel aussi, sur la grève. Chacun a ses enfants, sa maison, son dos aménagé. Yalti prit la jeune femme sous les épaules et sous les genoux, se tourna vers la rive. Une vague tenta d'emporter la planche au large, mais il la lâcha, laissant la mer achever de ronger le bois.
et nagea sans gaspiller sa force en gestes inutiles. Les pierres l'accueillirent aux genoux. L'Ohio glacé s'égoutta en sifflant de la cape de la jeune femme et de ses propres épaules. Les hommes secs s'écartèrent. L'un lui tendit un manteau, un autre regarda en silence. Jalti déposa la jeune femme sur une pierre plus plate, plus régulière. Elle était très pâle, ses cils, en arc sombre, reposaient sur ses joues. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, et sa respiration s'entendait à peine. La robe déchirée s'était collée, découvrant une peau où subsistait encore une faible teinte bleutée. Une femme s'approchait du rivage, vêtue d'une pèlerine de laine serrée par une corde, une corbeille en bandoulière. C'était Yrsa. Dans ses cheveux, le gris perçait depuis longtemps, mais ses yeux restaient tranchants, comme ceux d'une jeune. Elle apparaissait toujours là où il se passait quelque chose d'important, qu'il s'agit d'une naissance, d'un mariage ou d'une mort. Pour elle, ces choses se tenaient proches les unes des autres. Yrsa s'agenouilla près de la jeune femme, sans prêter attention à la pierre mouillée. Elle porta la main à la gorge, laissa ses doigts un moment. Son visage devint, l'espace d'un souffle, entièrement sérieux. Elle se pencha plus bas, écouta au bord des lèvres, effleura le front du bout des doigts. « Vivante », dit-elle calmement, mais au bord. Le jeune pêcheur, celui qui riait tout à l'heure, grimaça, côte 13. Puis il se tourna vers Jalti. Celui-ci se tenait debout, haletant, l'œil coulait de ses cheveux et de sa barbe. La veste gisait encore sur le rocher. Il regarda la jeune femme, puis la mère, son visage demeurait impassible. Seules des rides dures s'étaient creusées au coin des yeux. « Kotecaïr », dit Yrsa. « Kotekins ». Jalti fixa la vieille femme sans répondre. Il savait que beaucoup de ses paroles étaient à moitié de vieille peur, à moitié une sagesse rusée. Mais depuis la maladie de sa mère, il avait pris l'habitude d'écouter sa voix. Il se souvint du père, jadis avalé par le Yéo noir. Il se souvint du jour où Yrsa lui avait dit « Tu restes parce que la mère ne t'a pas encore pris. Ce n'est pas pour rien. »« Il faut la réchauffer, » reprit Yrsa sans attendre de réponse. Lui enlever cette robe, l'envelopper de laine, lui donner à boire chaud. Ici sur les pierres, elle mourra plus vite. « Et qui la prendra ?» demanda quelqu'un dans la foule. « Kotevmins !» Jalti ramassa sa veste et la posa sur les épaules à nu assis de la jeune femme, comme s'il la couvrait non seulement du vent, mais aussi des regards des autres. Il sentit la peau sous l'étoffe dure comme une pierre, et pourtant une chaleur faible y demeurait. « Kottenir », dit-il enfin d'une voix égale. « Chez moi. » Jusqu'à ce qu'on sache d'où elle vient et ce qu'il est arrivé au sien. La foule s'agita. Quelqu'un jura à voix basse, quelqu'un ricana. Tous savaient que Jalti avait sa maison sur la pente, une petite hutte, une barque, des filets, et pas d'autre voie sous son toit. Tout s'expliquait, il la plierait à sa volonté. Il vivait seul depuis la mort de sa mère, et n'avait jamais cherché à changer cela. Et voilà qu'on lui jetait une fille dans les bras. À lui d'en faire ce qu'il voudrait. Et Yrsa se contenta d'un bref signe de tête, comme si c'était exactement la réponse attendue. Jalti s'agenouilla, prit la jeune femme dans ses bras. Le corps, malgré le poids de poids de l'étoffe mouillée, semblait sans poids dans ses mains. Il plaça sa tête de façon qu'elle ne parte pas en arrière, la serra plus près de lui pour la réchauffer un peu. Un instant, au milieu de ce matin humide et glacial, il sentit comment une odeur fine, presque sucrée, d'huile et d'herbes étrangères, perçait à travers le sol et la fumée. C'était l'odeur des femmes riches qu'il avait vues autrefois dans les ports du Sud. Le chemin vers sa maison montait, par un sentier étroit entre de basses clôtures de pierre. Sous les pieds, craquait la terre prise par le gel. La vapeur sortait de la respiration. Le village s'éveillait peu à peu. De la fumée s'élevaient des longues maisons. Quelque part, un chien aboyait. Quelqu'un sortit vers le puits. Les femmes, voyant ce que Jalti portait dans ses bras, s'arrêtèrent, plissèrent les yeux, échangèrent un regard.
Une femme étrangère dans une robe étrangère annonçait toujours des paroles, et l'envie de deviner quel changement cela apporterait. Yrsa marchait à côté, sans se hâter, sans décrocher. Elle lançait aux dieux invisibles de brèves phrases, les lèvres à peine en mouvement. La maison de Hjalti se dressait un peu à l'écart des autres, sur la pente, d'où l'on voyait le fjord et le goulet étroit menant vers la mer ouverte. Basse, coiffée d'un toit de tourbe, plaquée contre la roche, elle semblait faire partie de la terre elle-même. Près de la porte, des filets séchaient sur une perche. À côté traînaient des planches rabotées, un long aviron, une barque légère retournée. Ici, tout disait que le maître des lieux allait sans cesse et sans repos entre la grève et l'eau. Il poussa le battant du pied et entra sans lâcher la jeune femme. Dans la maison, il faisait sombre, seule une lueur faible filtrait par l'ouverture de fumée et par les fentes des volets. Cela sentait la fumée, le poisson séché, la résine, et un peu, le chaud fermenté d'une cuve de bois contre le mur. Le long d'une paroi courait un large banc couvert de peaux de mouton. Sur le mur d'en face se trouvait le foyer, au-dessus duquel pendait un chaudron noirci de suie. Sous le plafond, des bouquets d'herbes étaient suspendus à des crochets de bois. Et dans un coin, du bois sec était empilé avec soin. Hjalti déposa la jeune femme avec précaution sur le banc, plus près du feu. La robe trempée colla à la peau avec un froissement discret. Yrsa s'approcha aussitôt, se mit à délier à la hâte des lanières, ôta les petits souliers églacés et trancha au couteau les restes de tissu déchirés là où on ne pouvait pas les enlever à la main. Elle travaillait vite, sans gêne, comme quelqu'un pour qui un corps étranger n'est pas une honte, mais une besogne. Elle ne s'attarda pas à regarder. Apporte des peaux sèches et le vieux manteau de laine trop grand pour toi, lança-t-elle par-dessus l'épaule. Quoi de bien. Hjalti obéit en silence. Il jeta dans le foyer des bûches bien sèches, la flamme reprit, jetant sur les murs des reflets dorés. Il tira d'un coffre plusieurs peaux chaudes et un vieux manteau gris foncé qui avait jadis appartenu à son père. Pendant qu'il s'occupait, il entendit Yrsa murmurer au-dessus de la jeune femme de très anciens mots, un mélange de prière et d'enchantement, s'adressant à la fois au Dieu dont ses ancêtres connaissaient les noms, et à celui dont les marchandes du Sud apportaient en sait parfois l'image crucifiée. Quand il revint au banc, la robe riche gisait déjà au sol en une masse mouillée d'où l'eau s'écoulait encore. Sur le corps de la jeune femme se voyaient des marques de choc contre le bois, de légers bleus sur les épaules et les bras. Yrsa l'avait déjà couverte de peau, l'enveloppant comme un enfant. Au cou, sous la chaîne fine, brilla un petit cercle d'argent gravé d'un motif rappelant une dent de loup. « On ne l'enlève pas », dit Yrsa brièvement, voyant le regard de Hjalti. « On verra plus tard ce que c'est. Là, ce n'est pas le moment des parures. » Il lui tendit une chope de bois avec de l'eau où elle avait déjà jeté une pincée d'herbe. Yrsa souleva doucement la tête de la jeune femme et porta la chope à ses lèvres. Une partie de l'eau se renversa, mais quelques gorgées passèrent tout de même. La poitrine remua à peine, comme si le corps se rappelait à contre-cœur ce qu'était la vie. « À ton avis ?» demanda Hjalti tout bas. « Qui est-elle » Yrsa haussa les épaules. « Fille de marchand, d'après les tissus, » répondit-elle. « Ou épouse d'un homme de rang. Le navire qui s'est brisé cette nuit n'était pas le nôtre. Il venait du sud. » Hjalti souffla et recula jusqu'au mur. Dans sa tête se dessinait lentement une image simple, un navire d'étranger, une ville du sud, de l'argent, des étoffes, des propos près des feux, des noms qui ne lui servaient à rien. Au milieu de tout cela, cette jeune femme, qui peut-être n'avait déjà plus nulle part où retourner. « Que te répéta-t-il les mots dits sur la grève, comme pour vérifier qu'il ne s'était pas trompé. Côte 40. Yrsa se leva, se redressa, se massa le bas du dos. Côte 41, mon soir, approuva-t-elle. Côte 42. Hjalti jeta dans le feu 2 bûches de plus. La flamme monta, se refléta sur le cerclage métallique de son bol, sur l'éclat du couteau.
Il retint un instant son regard sur le visage de la jeune femme. À la lueur du feu, sa pâleur ne paraissait plus morte, seulement épuisée. Les cils mouillés frémirent, les lèvres s'entr'ouvrirent, comme si elle essayait de dire quelque chose en dormant. Les mots n'avaient pas encore été prononcés, mais à partir de cet instant, leur destin s'était déjà mêlé. Runa se réveillait lentement, comme s'il fallait remonter non seulement d'un sommeil, mais du fond d'une seau noire. D'abord, le son revint, le crépitement sourd des bûches, le sifflement discret du vent dans une fente, le cri lointain d'une mouette. Puis l'odeur, épaisse, lourde, inconnue. Fumée, poisson séché, résine, laine de mouton, un peu de chou fermenté. Rien de tout cela ne lui rappelait la maison où, le matin, l'air sentait le pain tout juste cuit, les épicés et le sel de mer, sans mélange de fumée. Elle ouvrit les yeux et vit un plafond bas, des poutres noircies, des bouquets d'herbes sous le toit. La lumière s'infiltrait par l'étroite ouverture du toit et par une petite fenêtre tout en haut, en un mince rayon oblique où flottaient des grains de poussière. Runa essaya de bouger et sentit soudain les lourdes peaux glisser de ses épaules. Dessous, elle portait une tunique sèche et rude dont la laine piquait légèrement la peau. De sa robe, il ne restait que des lambeaux de souvenirs. Elle inspira brusquement et, avec cette inspiration, arracha des profondeurs de la mémoire le cri de la nuit. Le fracas des masses brisées, le vent rugissant, l'eau noire qui se soulevait. Son père, debout à la barre, criant quelque chose aux hommes sur le ponce. Une torche tombée, une voix rauque appelant son nom, des mains tendues vers elle, au milieu des embruns. Puis revint un choc brutal, le choc glacé, l'obscurité qui se resserrait si fort qu'il ne resta ni son, ni sensation de son propre corps. Elle se rappelait avoir tenté de remonter, mais le haut et le bas avaient échangé leur place. Et ensuite, plus rien. À présent, l'obscurité reculait, mais à sa place venait le vide. Runa se redressa avec effort sur les coudes. Les peaux glissèrent plus bas, découvrant ses bras. Des bleus apparaissaient aux poignets, des cous et des cordes. Le cercle d'argent à la chaîne refroidissait la peau près de la clavicule. Dans un coin de la pièce, qui occupait la moitié de la maison, elle vit le foyer, au-dessus duquel pendait un chaudron noir. Sur le côté, assise sur un tabouret bas, une femme remuait quelque chose avec une longue cuillère de bois. C'était Yrsa. Ses cheveux gris étaient rassemblés en un nœud sur la nuque. Le feu éclairait son visage, soulignant les rides près de la bouche et des yeux. Elle portait des vêtements de laine sombre. Par-dessus, un vieux manteau serré d'une corde. Runa voulut demander où elle était, où était son père, où était le navire. Mais la voix ne lui obéit pas tout de suite, la gorge était sèche, comme si elle avait avalé du sable. À la place des mots, il ne sortit qu'un souffle râpeux. Yrsa se retourna et l'observa avec attention, comme une guérisseuse qu'habituée à jauger non seulement les paroles, mais le souffle et le regard. « Tu as repris connaissance », dit-elle à haute voix basse. « C'est bien. » Elle se leva, s'approcha et s'assit sur le bord du banc. Ses doigts, pourtant noueux, bougeaient avec une douceur étonnante. Yrsa remit les peaux en place, vérifia le front de Runa, toucha son poignet. « Tu es dans la maison de Jalti, » dit-elle. « C'est un village au bord du fjord, loin au du nord. La tempête a brisé votre navire sur les rochers cette nuit. Le matin, la mer t'a rejeté. Jalti t'a sorti de l'eau, les autres, on ne les a pas encore trouvés. » Les mots tombaient lentement, comme si elle laissait exprès entre eux de la place pour respirer. Runa écoutait, et chaque mot résonnait d'une douleur dans la poitrine. Elle essaya de demander « Contente-moi ». Le son se déchira, la voix se brisa. Yrsa secoua la tête. « Côte 52 rouas », répondit-elle. « Côte 53 ». Et Runa détourna les yeux vers le plafond pour ne pas montrer ses larmes. Mais elles remplirent tout de même ses yeux. Son père, son rire,
la main qu'il avait un jour posée sur son épaule, en lui apprenant à compter l'argent, les mots dits avant le départ. Nous reviendrons plus riches que nous sommes partis. Tout cela paraissait maintenant lointain, comme une autre rive derrière le brouillard. La porte grinça. Jalti entra, se baissant sous le linteau. Il ôta son manteau et le suspendit au crochet près de la porte. Puis, en marchant, jeta un regard rapide vers le banc. Leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois, pour de vrai. Runa vit un homme grand au visage fatigué et battu par le vent, des mains fortes, une barbe un peu grisonnante de sel. Son regard était lourd, attentif, comme si celui d'un homme qui a l'habitude d'évaluer tout ce qui l'entoure et de ne croire personne d'avance. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, comme si une ligne invisible avait été tracée devant le banc. « Vivante ?» dit-il à Yrsa, affirmant plus qu'il ne demandait. « Coûte 56, acquiesça-t-elle. « Coûte 57. » Runa serra entre ses doigts le bord d'une peau. Elle voulait protester, dire que son père ne pouvait pas disparaître ainsi, devenir simplement l'un de ceux dont on dit « la mère l'a pris ». Elle avait l'impression que, si elle se levait à l'instant, si elle courait jusqu'au fjord, elle le verrait là sur la grève, vivant, seulement épuisé. Mais le corps n'obéissait pas. Et dans les yeux de Jalti, elle lut ce qu'elle craignait d'entendre en mots. Il avait vu assez de navires brisés pour ne pas nourrir d'espoir vide. « Coteau 59 » demanda-t-elle tout de même, en s'adressant à lui. La voix sortit rauque, mais claire. Jalti hocha la tête sans la quitter des yeux. « La mer t'a jeté sur une planche près des rochers, » répondit-il. « Les autres, je ne les ai pas vus. » Il parlait avec des mots simples, sans consolation, mais le ton n'avait rien de cruel. C'était la voix d'un homme habitué à constater les faits. Runa comprit qu'il y avait plus sous ces phrases courtes, des pierres mouillées, de l'eau glacée, ses mains à lui l'attirant vers la rive. Et le fait qu'elle respirait, au lieu de gésir sur les rochers sous les cris des mouettes. Yrsa lui retira des mains le bord de la peau et la remit en place, comme pour la ramener au présent. « Bois », dit-elle en lui tendant une chope de bois avec une décoction brûlante. « Ça réchauffe. » La boisson sentait l'amertume et la fumée. Runa prit une gorgée docilement, fit une grimace, mais continua de boire. La chaleur se répandait lentement dans la gorge, la poitrine, le ventre. Pour la première fois depuis la nuit de la tempête, elle eut moins froid de l'intérieur. Yrsa retourna au chaudron. Jalti s'approcha du foyer, présenta ses paumes au feu. Un moment, dans la maison, on n'entendit que le craquement des bûches et, au loin, le bruit de la mer derrière le mur. Le silence était inconfortable, étranger pour Runa. Dans sa ville, à cette heure, il y avait toujours des voix autour, serviteurs, matelots, marchands. Ici, au contraire, il y avait cette sensation étrange que le monde s'était rétréci à 3 personnes, et à une seule pièce. « Quot satosas » demanda Runa, en regardant de nouveau Jalti. « Quot setnas » répondit-il brièvement. « Quot 68 » Elle allait presque lui demander ce que signifiait « Quot 69 sire ». Mais Yrsa la devança. « Quot 70 » dit-elle. « Quot 75 » Runa planta son regard dans le feu. Le feu était la seule chose vivante et compréhensible maintenant. Elle se disait que si elle le fixait assez longtemps, elle pourrait ne pas penser à tout ce qu'une seule nuit avait emporté. Elle demanda tout bas « Il ne me reste rien ?» Yrsa soupira. « Sur la grève, on a trouvé quelques tonneaux de tissu, » dit-elle lentement. « Ils ont déjà été partagés entre les maisons. C'est la coutume. Ce que la mer rejette devient la prise de ceux qui vivent ici. Ta robe, on l'a enlevée pendant que tu n'étais pas encore morte de froid. Tu peux reprendre ces lambeaux, mais ils ne servent pas à grand-chose. Au cou, tu as ça. » Elle effleura légèrement le cercle d'argent posé sur la poitrine de Runa. Côte Soindras, ces mots sur l'honneur tombèrent calmement, sans vantardise. Runa hocha la tête et sentit sous ses doigts le métal froid du pendentif. Ainsi, tout son passé tenait maintenant dans ce cercle au bout d'une chaîne, et dans une mémoire que personne ne pouvait lui prendre. Elle pensa, pour la première fois,
à la manière étrange dont elle devait paraître à ces gens. Une fille des villes, aux manières du Sud, seule survivante là où son père et les siens s'étaient perdus dans l'eau noire. Yrsa partit bientôt, emportant le chaudron et promettant de revenir plus tard avec une autre décoction. La porte se referma derrière elle, laissant Runa seule avec le maître des lieux et le crépitement du feu. Jalti s'assit à l'autre bout du banc, pas trop près, mais pas tout à fait à l'écart non plus. Il prit son couteau et se mit à entailler quelque chose sur une planchette de bois. Mais, de temps en temps, son regard revenait vers Runa. « Comment t'appelles-tu, toi » demanda-t-il enfin. « Runa » répondit-elle, après une courte hésitation. Fille d'un marchand d'une ville du Sud, elle s'interrompit, comprenant que ce nom signifiait peu, ici. « Que te sort-on-en » Jalti hocha la tête. Pour lui, le mot « kokotwastrasiton » sonnait comme un mot d'une autre vie. Ici, au village, on estimait davantage le sel, le bois de feu, les peaux chaudes et les barques solides. « Je m'appelle Jalti », dit-il, marin et chasseur de phoques. Mon père Maë aussi était homme de mer. La mer l'a pris s'il qu'il y a beaucoup d'hivers. Il le dit sans hausser la voix, comme s'il racontait quelque chose de longtemps vécu. Pourtant, Runa remarqua comment ses doigts se tendirent légèrement sur le manche du couteau. Elle comprit, ici, on ne se plaint pas, on ne déroule pas de discours de pitié, mais chacun porte ses pertes. Les jours suivants, ils apprirent à exister dans le même espace. Runa se levait difficilement au début. Les jambes tremblaient, comme celles d'un enfant. Jalti ne s'agitait pas autour d'elle, mais ne la négligeait pas non plus. Il posait près du banc une chope d'œillet, laissait une écuelle de nourriture, sans faire de cela un service. Elle acceptait, sans savoir comment remercier sans paraître ridicule. Quand un peu de force revint, Runa se mit à chercher de quoi s'occuper. Rester couchée à ne rien faire était un supplice. Elle commença par de petites choses, remettre en place ce qui, à ses yeux, n'était qu'arrogas quatoxer. Le coffre contre le mur, elle le tourna légèrement pour que le couvercle s'ouvre plus facilement. Les chopes étaient sur la table. Elle les posa bien droites, côte à côte, au lieu de les laisser n'importe comment. Sur un coin libre du banc, elle plia soigneusement une petite pile de chiffons propres qu'elle avait trouvés dans le coffre. Le lendemain, le voyant jeter sa veste mouillée directement sur le banc où il s'asseyait, le soir, elle ne put se retenir. Il leva un sourcil. « Quot répondit-il. Elle avait déjà compris que discuter avec lui de ce qui est ne menait à rien. Mais cela n'effaçait pas son désir de rendre cet endroit un peu plus semblable à une maison, et moins à un abri provisoire. Runa se leva en silence, retira la veste du banc et la suspendit à un crochet, plus près du foyer. Jalti la regarda sans l'en empêcher. Dans ses yeux passa un sourire léger, comme s'il observait un moineau appliqué qui tente de remettre de l'ordre dans une tempête. La nuit, les cauchemars la faisaient encore trembler. Jalti se réveilla presque aussitôt. Pour lui, des cris au milieu de la nuit étaient inhabituels. Pendant de longues années, sa maison n'avait connu que le craquement du feu et son propre souffle. Il se leva du banc près du foyer, jeta sur ses épaules un manteau et s'approcha sans bruit du petit espace séparé de la pièce principale par des pots suspendus. Derrière, on entendait une respiration saccadée et des sanglots étouffés. Il souleva une peau et regarda à l'intérieur. Runa était assise, le dos collé au mur, les genoux serrés dans ses bras. Ses cheveux s'étaient défaits, ses yeux étaient grands ouverts. Mais il ne semblait pas encore voir la pièce. Elle regardait au-delà de lui, là où sa tempête continuait de hurler. Les lèvres tremblaient, des larmes coulaient sur ses joues, et elle ne paraissait même pas s'en rendre compte. Il aurait pu lancer un habituel « Ne fais pas de bruit » à la manière du Nord, pour ne pas réveiller les voisins sur la pente. Il aurait pu balayer cela d'un geste, dire que ça passera, qu'après une tempête tout le monde a les mains qui tremblent. Mais, pour une raison inconnue, à cet instant, il lui sembla que le moindre mot rude ne ferait que la briser davantage.
Gialti s'assit lentement par terre, près d'elle, sans la toucher. Son dos sentit la fraîcheur du mur de pierre. Ses jambes s'étendirent devant lui. Un moment, il resta simplement assis, lui laissant la possibilité de remarquer qu'elle n'était pas seule. Le bruit de la mer derrière la maison se mêlait à sa respiration lourde. « Kotmomosemua » dit-il doucement, les yeux fixés droit devant. Quoitement, sa voix était grave et égale. Elle ne consolait pas, ne promettait pas ce qu'il ne pouvait garantir. Elle partageait seulement ce qu'il savait de lui-même. Runa tourna la tête vers lui. Dans la pénombre, elle ne distinguait que la ligne des épaules, un profil et un peu de lumière venant du foyer. Elle écoutait ces mots, comme on écoute un bruit du ciel qui dit « La neige va finir ». Elle hésita. Il haussa les épaules. « Que t'en sens dire ?» dit-il calmement. « Que tu rentres ?» Elle inspira doucement. Ces mots trouvèrent en elle un écho. Il devint un peu plus facile de se dire que l'homme assis près d'elle connaissait non seulement l'eau calme sous une barque, mais aussi celle qui déchire tout en morceaux. Ils restèrent un moment assis en silence. La maison écoutait leur souffle. Dehors, le vent cognait contre le mur, mais il semblait à présent un peu plus loin. Runa essuya ses larmes du revers de la main et posa la tête sur ses genoux. « On n'a trouvé personne d'autre ?» demanda-t-elle à peine audible. Gialti ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « au printemps, la mer rendra encore ». Il répondit simplement « non, pas encore ». Ce « pas encore » était la seule concession à son espoir. Runa hocha la tête. Quelque part, en elle, naissait déjà la compréhension qu'elle essaie réellement rester seule. Sans père, sans ville natale, sans le cercle familier des gens. Et en même temps, d'une manière étrange, pas tout à fait seule. À quelques pas d'elle se tenait un homme qui l'avait tirée d'une eau glacée et qui, au lieu de dormir, partageait avec elle cette nuit lourde. Dès le lendemain matin, ils reprirent à l'apprentissage de l'autre. Runa, un peu remise, se mit à marcher davantage dans la maison. Elle demandait en quoi elle pouvait aider. Et chaque fois, elle entendait en réponse des choses qu'elle n'avait jamais faites. Aller chercher l'eau au puits, nettoyer le poisson, fendre de petites éclisses pour l'allumage. Les premières tentatives furent maladroites. Elle se coupa un doigt en tirant le couteau vers le poisson. Elle puisa trop d'eau et faillit en renverser la moitié sur le chemin. Mais son entêtement ne lui permettait pas de s'arrêter. Un jour, quand le vent tomba et que le ciel devint plus clair, Yrsa emmena Runa avec elle au marché, qui s'installait près de la longue maison au centre du village. On y sentait le poisson grillé, le chou fermenté, la fumée, les fourrures. Les hommes parlèrent de chasse, les femmes échangeaient de la laine filée et du lait. Sur une table étaient posés des bijoux, de simples fibules de bronze, des perles de verre, des anneaux d'époussailles. À côté se tenaient des esclaves, amenés de rivages étrangers, en vêtements grossiers, les yeux baissés. Runa regardait tout cela les yeux grands ouverts. Elle avait l'impression d'être tombée non seulement dans une autre région, mais dans un autre monde. Ici, la richesse ne se mesurait pas au nombre de rouleaux de parchemin, mais au compte des moutons, à la solidité d'une épée, à la longueur d'un drakkar au débarcadère. Sur la pente, un peu à l'écart, on distinguait vraiment un drakkar au nez sculpté, recouvert d'une toile jusqu'au printemps. Ses boucliers avaient été retirés. Mais la forme même du navire, poupe haute et coque étroite, parlait de voyage lointain. Yrsa la présentait aux femmes comme une étrangère, mais sous sa protection. C'est celle qu'on a tirée du navire du sud brisé, disait-on de Runa à voix basse. La fille d'un marchand, regarde comme ses mains ne sont pas habituées à notre froid. Runa entendait ces paroles, sentait les regards dans son dos, mais s'efforçait de se tenir droite. Elle aidait Yrsa à étaler les herbes, à peser, à verser des décoctions dans des chopes d'argile. Il y avait là quelque chose de familier. Elle comptait de nouveau. Elle surveillait de nouveau pour ne léser personne, pour ne tromper personne. Ici, ces notes n'étaient utiles à personne.
Mais son œil et son goût de l'ordre avaient encore une valeur. Le soir, en rentrant, elle remarqua que le sentier vers la maison de Galti montait un peu plus haut que les autres. De là, tout le fjord s'étalait comme dans une paume. Les îlots brillaient d'une lueur terne. Les rochers noircissaient le long de la grève. Et les montagnes au loin s'étaient déjà couvertes de la première neige. Runa s'arrêta un instant, respirant l'air froid. Ici, le monde semblait rude, mais d'une certaine façon honnête. Rien n'était caché derrière de belles enseignes ou des étoffes vives. Tout était tel que c'était. En revenant dans la maison, elle vit que Yalti avait déjà apporté du poisson et suspendu les filets à sécher. Des gouttes mouillées tombaient au sol, laissant des traces sombres. Elle prit machinalement un chiffon et essuya l'eau pour éviter les flaques. Il remarqua son geste et s'arrêta une seconde. « Tu vas tous réarranger ici avant que l'hiver ne passe ?» dit-il avec un léger rictus. « Je veux juste que ce soit… » Elle chercha le mot, pratique. Il haussa les épaules. « Pour moi, c'est déjà pratique. Mais si ça t'aide, fais à ta façon. Sache seulement ceci, les filets, je les accrocherai là où ils sèchent le mieux, pas là où c'est joli. » Elle acquiesça. Ce fut leur premier petit accord. Chacun gardait le droit sur ce qui lui appartenait, et peu à peu, acceptait aussi l'autre. La nuit, Runa se réveillait encore souvent, l'oreille tendue vers le bruit de la mer. Chaque fois, il lui semblait qu'avec les vagues, elle entendait des voix, des bribes de phrases, un rire presque familier. Elle murmurait les noms de son père et des hommes, mais hommes du navire comme une prière. Parfois, à bout de force, elle les disait à voix haute, en regardant le plafond noir. Les noms se multipliaient, et ils semblaient rester suspendus dans l'air comme des fils invisibles. Jalti entendait ces chuchotements à travers la peau qui séparait l'espace. Il ne savait pas prier comme les chrétiens, mais il respectait les morts à sa manière. Parfois, quand Runa se rendormait, il sortait doucement sur le seuil, levait les yeux vers les étoiles et murmurait presque sans voix les noms des siens. À cette époque, aucun d'eux ne savait encore que ces chuchotements nocturnes deviendraient les premiers ponts invisibles entre leurs mondes différents. Ainsi passèrent les premières semaines. La maison, autrefois calme et vide, vivait autrement. Une voix de plus s'y faisait entendre, des pas de plus s'y bruissaient, des mains étrangères remuaient des choses familières. Parfois cela irritait, parfois cela arrachait un sourire silencieux. Mais chaque soir, quelle que soit la divergence de leurs regards, tout se terminait par la même image. Ils se retrouvaient du même côté du foyer, sous une même fumée, sous un même ciel qui commençait à se serrer de ses premières étoiles d'hiver. Et déjà, dans ces instants courts, presque imperceptibles, naissait quelque chose qu'aucun d'eux n'était encore prêt à nommer à voix haute. La première vraie neige se posa sur les pentes autour du fjord sans qu'on s'en aperçoive, comme une peau douce. D'abord, des îlots blancs se cachèrent dans l'ombre des pierres. Puis ils s'étirèrent en bande le long des sentiers et bientôt ils lièrent rives et collines d'une toile mince et fragile. Le vent devint plus sec mais pas plus chaud. Il soulevait une poussière de neige et la jetait au visage de ceux qui tardaient près de l'eau. La mer, elle, ne changeait pas. Elle soupirait toujours lourdement contre les rochers, roulait les vagues dans le goulet étroit, comme si elle ne remarquait pas que le monde s'était couvert d'une couleur nouvelle. Le village vivait à la manière de l'hiver. Les dracars sur la grève étaient couverts d'une toile grossière, tels des bêtes endormies. Leurs proues sculptées dépassaient des abris, les yeux levés vers le ciel gris. Les hommes allaient en mer sur de plus petites barques, plus près du rivage. Et le soir, ils se rassemblaient dans la longue maison. Ils réparaient les armes, affûtaient les couteaux, racontaient des histoires. Les femmes filésiennes près des foyers, nourrissaient les enfants, surveillaient les provisions. Dans ces maisons étroites, les gens se voyaient chaque jour. Ils connaissaient les habitudes d'autrui, la toux d'autrui et le rire d'autrui. Cette proximité réchauffait et, en même temps, rendait le village vulnérable. Le premier chuchotement inquiet ne vint pas tout de suite. D'abord,
Runa entendit simplement Yrsa, rentré le soir, dire qu'un pêcheur était tombé avec de la fièvre. Cela lui parut normal. Dans un village où l'on se trempe chaque jour dans une eau glacée et où l'on marche au vent sans se plaindre, les refroidissements étaient ce que les petites coupures étaient au sud. Runa se contenta de hocher la tête, aida à tendre une peau sur la porte pour couper le courant d'air et ne donna pas à ces mots une importance particulière. Mais quelques jours plus tard, les conversations changèrent. Au marché, près de la longue maison, où les tables se couvraient de poissons, de fourrures, de vaisselle de bois et de bottes d'herbe, les gens commencèrent à se tenir un peu plus loin les uns des autres. Au début, cela semblait un hasard. Quelqu'un s'approchait sans coller, en gardant un pas de distance un autre, après un éternuement, se détournait et se hâtait de partir. Puis Runa entendit deux femmes près du poisson salé se parler à voix basse, alors qu'il n'y avait personne à côté. « Quote 123 ars », dit l'une, en rajustant son foulard de laine. Déjà 3 jours, et tous comme si ses poumons allaient se retourner. Maintenant, il ne se lève même plus. « J'ai entendu dire que chez son voisin le nœud est tombé aussi », répondit l'autre. Côte 127. Runa, debout près de la table de Yrsa et occupée à trier en petits tas des herbes séchées, se figea un instant. Les mots « côte rotinière » tombèrent net dans sa mémoire comme des pierres dans un puits à bas tranquille. Au fond, ils renvoyèrent un écho bien trop familier. 5 hivers plus tôt, dans sa ville natale, il y avait déjà eu quelque chose de semblable. Alors, la maladie était arrivée avec un navire qui n'apportait pas seulement des étoffes et des épices, mais aussi un ennemi invisible, qui n'avait pas d'abord fouillé des coffres. Il s'était glissé dans la gorge des gens. Elle se souvenait de son père fermant les chopes plus tôt qu'à l'habitude, et de deux portant ensemble de l'eau jusqu'à la maison du guérisseur. Elle se souvenait des malades étendus sur des paillasses, toussant comme si des charbons ardents brûlaient en eux. Le guérisseur, un homme sombre aux cheveux gris, obligeait tout le monde à faire bouillir l'eau, à aérer les pièces, à ne pas réunir trop de gens au même endroit. Alors, Runa trouvait cela excessif. Mais elle l'avait vu, là où on l'écoutait, on survivait plus souvent. À présent, debout près de la table aux herbes, elle entendit encore quelques détails. Un adolescent s'approcha des hommes, qui achetaient une décoction pour les douleurs d'os, les joues enflammées par le froid. « Mère a dit de ne pas venir chez nous », lâcha-t-il à la hâte. « Chez nous, tout le monde tousse. Et grand-père a des taches rouges qui sont sorties sur la poitrine. » Yrsa se contenta de froncer les sourcils. Elle le saisit par la main et examina sa paume, comme si elle pouvait y lire tout ce qui se passait dans la maison. « Dis à ta mère de faire bouillir l'eau, dit-elle, et qu'elle ne laisse pas entrer ceux qui viennent juste jeter un œil. Je passerai moi-même. » L'adolescente hocha la tête et s'enfuit. Runa fit semblant de trier les herbes, mais, en elle, l'inquiétude montait. Toutes les descriptions étaient terriblement familières. Une fièvre qui ne tombe pas, une toux, une éruption rouge sur la poitrine. C'était la même maladie, ou une maladie très proche. Elle se revit, alors, entendant le guérisseur dire qu'il faut empêcher la maladie de passer d'une maison à l'autre, comme une étincelle passe d'une braise à une autre. Sur le chemin du retour, elle marcha en silence près de Yrsa, jusqu'à ce qu'elle n'y tienne plus. « Quote 135 » dit-elle. « Quote 36 » Yrsa la regarda de dessous ses sourcils. « Quote 137 » demanda-t-elle. « Quote 38, quote 39, quote 140 » répondit Runa fermement. « Quote 148 » Tout en marchant, Yrsa arracha de la neige une brindille fine et la brisa pensivement. « Quote 142 A » dit-elle lentement. « Quote 143 » Runa sentit le froid de l'air devenir soudain plus dense, comme si l'air aussi s'était rempli d'un ennemi invisible. Le soir, quand elle et Tialti furent assis à table, l'odeur du poisson et du ragoût qui refroidissait se mêla à la chaleur de l'inquiétude en elle. Le feu du foyer jetait sa lumière sur les murs, sur son visage à lui, sur ses mains à elle. Elle se tut longtemps, comme si elle rassemblait ses forces. Puis elle parla tout de même. Quote 145. Jalti leva la tête de son écuelle. « Quotoine Foursik » répondit-il. « Que t'es en 50 ans, que t'es 59. »
secoua la tête Runa. Elle se mit à énumérer ce dont elle se souvenait. Sa voix devint plus ferme que d'habitude, comme lorsqu'il s'agissait de comptes et de marchandises. Elle dit qu'il faut tenir les malades, à part des gens sains. Ne pas se rassembler tous dans une longue maison, surtout pour les festins. Qu'il faut faire bouillir l'eau, se laver les mains plus souvent, ne pas aller de maison en maison sans nécessité. Elle parla de son marché à elle, dans sa ville, fermé quelques jours pour que les gens ne se bousculent pas épaule contre épaule. Jalti écoutait avec attention, mais son visage restait tendu. Dans les paroles de Runa, il n'entendait pas une peur vide. Il voyait clairement ce que son plan ferait au village. « Tu veux que j'aille dire aux gens ? Restez chez vous, n'allez pas à la longue maison, ne buvez pas ensemble, parce que c'est ce que faisait un guérisseur dans votre ville du Sud, dit-il. Ils penseront que toi et moi avons perdu la tête. Ici, tout le monde, c'est la grève, la longue maison et la mer. Si on leur enlève la longue maison, ils croiront qu'on leur enlève la moitié de leur vie. Si on ne le fait pas, on peut leur enlever la vie entière, répliqua Runa durement. J'ai vu des corps qu'on emportait. Pas un par un, Galti, par rang. Moi, alors j'étais... Elle se revoyait portant des seaux d'eau, les mains tremblant de fatigue, et son père disant que le plus terrible n'est pas combien d'argent on perd, mais combien d'humains. Je ne veux pas voir ça une seconde fois. Pas ici. Il posa sa cuillère et passa une main sur son visage. Son entêtement luttait contre la raison. Il savait que Runa n'inventait pas. Il savait qu'elle ne remuerait pas ainsi sa ville sans motif. Mais il comprenait aussi qu'un village qui vivait depuis des générations, selon son ordre, n'accepterait pas facilement des règles venues de rivages étrangers. « On peut te le dire aux anciens, » proposa-t-il avec prudence. « En conseil, sans ordre. Mais s'ils décident que c'est inutile, personne n'écoutera. » « Et toi ?» demanda Runa. « Tu écouteras ? Tu cesseras d'aller à la longue maison, de porter des chopes aux malades, de t'asseoir près de ceux qui toussent ?» Il croisa son regard. Une ombre passa dans ses yeux. « J'ai des amis là-bas, » dit-il lentement. « Des compagnons de mer. Une toux ne me fera pas les abandonner. » Ses lèvres frémirent. « Et si cette toux te couche toi-même ?» dit-elle doucement. « Qu'est-ce que je fais, moi, alors ? Remercier ta robustesse ?» Les mots furent plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu. On y entendait non seulement l'inquiétude pour le village, mais aussi quelque chose de personnel, qui n'avait pas encore été nommé. Jalti retint son souffle une seconde. En lui aussi quelque chose s'alluma. Il entendait, dans sa voix, non seulement la peur d'un mal ancien, mais aussi la peur de ce qui pouvait lui arriver. À lui, il se tourna vers le feu. « J'ai l'habitude d'aller là où ça va mal, dit-il. C'est comme ça que je vis. Si je commence à me cacher à chaque toux, on ne me prendra plus au sérieux. » C'était la vérité de sa vie. Au village, on le respectait non seulement pour ses bras forts, mais aussi parce qu'il ne s'écartait pas quand il fallait tirer un filet, pousser une barque dans une vague furieuse ou sortir quelqu'un de la grève. Devenir, maintenant, l'homme qui ferme le premier sa porte et dit « Cote 169 », ce serait pour lui se trahir. Runa serra les doigts sur le bord de la table. « Cote 171 », dit-elle lentement. « Cote 171 ». Le silence s'abattit dans la pièce. Le craquement du bois parut soudain trop fort. Jalti sentit ses vieilles blessures, celles qu'il gardait pour lui, répondre à ses mots. Il ne savait pas répondre vite à de telles questions. Toute reconnaissance lui était lourde, comme une montée sur la glace. « Cotre », dit-il enfin. « Cote 103 ». Il entendait comme sa réponse sonnait brutalement, et pourtant, il n'en trouva pas d'autre. Il était plus facile d'accuser l'entêtement du village que d'avouer sa propre peur du changement et de la raison étrangère. Runa baissa les yeux. Tout en elle se resserra. Elle n'attendait pas un accord facile, mais elle espérait au moins qu'il serait son premier allié. La douleur de ses mots fut inattendue, presque physique. Elle se leva de table sans faire claquer le banc et, en silence,
se mit à débarrasser. Ses gestes étaient économes, rapides, comme si chacun avait été calculé d'avance. Jalti la suivait du coin de l'œil. Il vit ses épaules se tendre un peu, son visage se refermer, comme si elle enfilait un masque invisible. C'était pire qu'un cri. Les jours suivants, elle ne cessa pas d'aider dans la maison, mais parla moins. Les remarques d'autrefois sur les vêtements mouillés, sur l'endroit où faire sécher les filets, disparurent. Elle faisait tout ce qu'il fallait, dans le silence. Au repas, elle répondait brièvement, d'une voix égale, sans sourire. Le soir, elle s'asseyait un peu plus loin du feu qu'avant, alors qu'elle aimait autrefois rapprocher le banc de la chaleur. Jalti sentait ce silence gagner la maison, comme une fine glace sur l'air. Ça tient encore, en apparence, mais il suffit d'un pas et cela craque. Il pensait à ses paroles plus souvent qu'il ne se l'avouait. Quand il allait à la longue maison et s'asseyait près de ceux qui toussaient, il se surprenait à revoir son visage au moment où elle avait parlé de rangée de corps. Sa main restait malgré lui sur la poignée de la porte un peu plus longtemps qu'avant, comme si quelque chose, en lui, le tirait tout de même en arrière. Au village, pendant ce temps, l'inquiétude montait. Runa entendait au marché qu'on ne parlait plus d'un seul malade, mais de plusieurs. Chez un homme, la voix s'était cassée en chuchotement, tant la toux l'avait épuisé. Une femme venue chercher une décoction contre les douleurs des articulations avoua au passage que, chez sa sœur, tout s'était couché, comme abattu. L'un disait que de vieux esprits de maladie s'étaient se réveillés, un autre que c'était une punition pour les fautes. Un jour, Runa vit, près de la longue maison, des anciens assis sur un banc à l'écart des autres, émitouflés dans leurs manteaux, regardant la porte avec inquiétude. Ils avaient vécu assez divers pour comprendre. Ce qui commence à ramper dans un village sans bruit peut être plus terrible que n'importe quel ennemi visible. En Runa grandissait une sensation, comme si elle se tenait sur la grève et voyait au loin une vague énorme arriver. Elle crie, elle montre, elle agite les mains, et les gens sur le sable rient, se lancent une balle, et ne croient pas que là peut les atteindre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas, seule, détourner cette vague. Et pourtant, pour cette raison même, le désir de faire au moins quelque chose devenait plus aigu. Un soir, quand Yalti rentra de la longue maison en rapportant non seulement l'odeur de fumée, mais aussi une toux étrangère, à peine perceptible, Runa sentit son cœur se serrer. Elle le regardait retirer ses bottes, accrocher son manteau, et pensait. Il s'expose lui-même au coup, et, dans le même temps, elle n'avait pas le droit de l'arrêter par la force. Elle ne pouvait que répéter, encore et encore, la même vérité, au risque qu'il la repousse davantage. Mais, pour l'instant, elle se taisait. L'épée entre eux était déjà tirée, non pas d'acier, mais de mots prononcés dans la chaleur. Et chacun craignait de faire un pas de trop, de peur de se blesser pour de bon. Pendant ce temps, l'ennemi invisible entrait dans les maisons l'une après l'autre, sans demander la permission à qui que ce soit. Le gel devint si fort que l'air du matin vibrait comme une corde d'acier. Sur les pierres près de l'eau, la glace ne fondait déjà plus le jour. Elle ne faisait que céder par endroits en fines white flaques brillantes. Le fjord se resserra entre des rives blanches, et le goulet étroit vers la mer ouverte semblait une entaille noire sur le corps de la terre. Les dracars restaient sur la grève, couverts de grossières toiles, tels de grands fauves partis en sommeil. On mettait encore à l'eau des barques plus petites, mais chaque sortie ressemblait à un défi lancé aux dieux. La maladie, elle, avançait dans le village. Presque chaque maison connaissait déjà quelqu'un qui gisait avec la fièvre. De certains, on parlait vite et à demi-voix, comme d'un homme qui ne se relèvera plus. Les anciens restaient près des foyers, l'oreille tendue vers la tousse derrière les murs. Les mères vérifiaient chanquer le front des enfants plus souvent qu'avant. Dans la longue maison, il y avait moins de monde, le rire sonnait plus bas, et les chopes d'hydromel et de bière passaient avec plus de précaution. Pourtant, personne ne croyait encore vraiment que l'air qu'il respirait pouvait être un ennemi.
Jalti rentrait de plus en plus souvent, avec sur ses vêtements une odeur de fumée et de maladie. Runa remarqua qu'il toussait parfois, comme tout le monde tousse en sortant d'une maison chaude pour aller au gel, mais chaque fois, son cœur se dérobait. Elle se surprenait à le regarder respirer, à suivre la poitrine qui se soulève et s'abaisse, comme si elle vérifiait qu'il n'y avait pas ce sifflement lourd qu'elle avait déjà entendu chez d'autres. Un matin fut particulièrement rude. Le ciel était bas, couleur de plomb, et le vent venu de la mer soufflait une haleine aiguë et piquante. Jalti alla tout de même à la barque. Refuser de sortir, c'était perdre une part de la prise, et donc une part des réserves d'hiver. Sans un mot, il enfila sa veste, entoura son cou d'une écharpe de laine, vérifia que le couteau et la corde étaient à leur place. Runa se tenait sur le seuil, pressant contre sa poitrine un manteau plié. « Côté-moi toi », dit-elle. « Côté-moi toi ça. » Il la regarda et sourit du coin des lèvres. « Côté sans kowaiki », répondit-il. « Côté ketaki. » Elle voulut dire que, cette fois, il n'était pas seulement question de doigts gelés, mais de cet ennemi invisible qui rôdait déjà dans le village. Mais elle le savait, elle ne l'arrêterait pas maintenant. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était arranger son écharpe, comme si cela pouvait le protéger un peu. Un bref instant, ses doigts touchèrent sa nuque, chaude, vivante. Ce contact résonna très loin en elle, en peur, et en autre chose encore, semblable à une espérance têtue. « Côte 187, » dit-elle doucement. Il acquiesça sans plaisanter, se tourna et partit vers l'eau. La barque glissa sur la glace, fit grincer son fond contre les pierres et s'en alla dans la bande grise du fjord. Runa resta sur le seuil, jusqu'à ce que sa silhouette devienne un petit point, puis disparaisse complètement. Le ventre la frappait au visage, tirait des larmes de ses yeux. Mais elle ne quittait pas l'eau des chauds des yeux, comme si la force de son désir pouvait retenir la barque loin du malheur. La journée parut interminable. Runa essaya de s'occuper. Elle rangeait la maison, allait chercher de l'huile, aidait Yrsa quand celle-ci passait chercher une décoction. Mais chaque détail résonnait en elle comme une inquiétude. Yrsa, voyant son état, se contenta de lancer, brièvement, « Côte 89 ». Quand enfin, vers le soir, on entendit le grincement familier de la porte et que l'air gelé se rua dans la maison, Runa eut le temps de se lever du banc, comme soulevée d'un coup. Jalti entra, portant une corbeille de poissons et des filets mouillés. Mais, dès le seuil, on voyait que quelque chose n'allait pas. Son visage était trop rouge, pas à cause du vent, mais comme si la chaleur venait de l'intérieur. Ses lèvres étaient sèches, ses yeux luisaient d'un éclat étrange, vitreux. Il posa la corbeille plus brutalement que d'habitude et faillit chanceler. « Côte 181 » demanda Runa avec précaution. Il eut un ricanement rauque. « Côte 191 A », répondit-il en détournant le regard. « Côte 192 ». Ces mots étaient habituels. Les hommes parlaient ainsi de toute faiblesse, jusqu'au jour où il ne pouvait plus se lever du banc. Mais Runa vit ses doigts trembler quand il essaya de défaire sa ceinture. Elle vit, sur son cou, une mince goutte de sueur, alors qu'il ne faisait pas chaud dans la maison. Elle s'approcha et, presque sans s'en rendre compte, posa le revers de sa main sur son front. La peau brûlait. « Coton, comment » dit-elle tout bas. « Coton, repoussa-t-il d'un geste. « J'ai bu de l'eau glacée dans la barque. Je vais me réchauffer et tout ira bien. » Il parlait, comme toujours, avec assurance. Mais une toux coupa sa phrase. Sa poitrine se contracta. Le son fut serre, déchirance. Runa recula d'un pas, comme frappé par une main invisible. C'était cette tousse-là. Pas une toux simple, pas la fumée, mais une toux lourde qui arrachait de l'intérieur. Ce soir-là, il tint encore debout. Il s'assit près du feu, ôta ses vêtements mouillés, enfila une tunique sèche. Runa le fit manger d'un ragoût brûlant et infusa des herbes, celles qu'elle connaissait par Yrsa. Elle essaya de se convaincre que ce n'était peut-être qu'un fort refroidissement. Mais, quand la nuit fit monter sa fièvre au point que l'air près de lui devint chaud comme au-dessus d'un chaudron, tous les espoirs se brisèrent.
Runa se réveilla au son de sa toux. Ce n'était pas un simple raclement, mais des secousses lourdes venues du fond, comme si quelqu'un lui serrait la poitrine d'une main de fer. Elle bondit, rejetant les pots, et courut au banc où il était couché. Dans le foyer, les bûches se consumaient. La pièce était à demi sombre, et seuls des reflets rouges glissaient sur les murs. Jalti était sur le dos, les lèvres entr'ouvertes, le souffle lourd, haché. Son front luisait de sueur, ses cheveux collaient à la peau. Il essaya de se redresser, mais le corps refusa. Dans sa poitrine, ça râlait. Chaque inspiration coûtait un effort. Runa vit sur sa poitrine une éruption rougeâtre, faible, mais reconnaissable. Le monde, à cet instant, se réduisit à une seule pensée, c'était elle. Cette maladie dont elle parlait depuis si longtemps. L'ennemi invisible avait atteint ses poumons. Quelque chose claqua en elle. Le silence qui s'était tenu entre eux ces derniers jours se fissura, comme de la glace sous un pas lourd. La peur pour lui recouvrit aussitôt l'amertume laissée par leurs paroles d'avant. « Tu ne vas plus nulle part », dit-elle fermement. « Pas même jusqu'à ton propre foyer. Maintenant, c'est ma maison tant que tu ne seras pas relevé. » Il tenta de ricaner, mais la toux coupa de nouveau l'effort. « Ne fais pas de moi un enfant malade, » râla-t-il. « Je vais rester allongé un peu et... »« Taille-toi et respire, » le coupa-t-elle. Et sa voix était telle qu'il ne l'avait encore jamais entendue. « Si tu meurs juste parce que tu es trop fier, je te tirerai moi-même du Valhalla et je te recoucherai sous un linge mouillé. » Les mots sonnèrent presque comme une incantation. Il y avait de la colère, de la peur et une tendresse cachée entre les lignes. Même dans la fièvre, Jalti eut un ricanement rauque. Ce fut sa dernière tentative de résistance. Après cela, il ne discuta plus. Runa agit vite, comme si tout ce qu'on lui avait appris, autrefois, dans une ville du Sud, trouvait enfin une issue. Elle le traîna jusqu'au coin le plus chaud de la maison, loin de la porte et des fentes. Elle lui ôta les vêtements en trop, ne lui laissant qu'une chemise sèche. Elle glissa sous sa tête un manteau plié, le couvrit de peau de laine, pour que le corps ne prenne pas froid pendant qu'elle ferait tomber la fièvre. Puis elle se précipita au chaudron. Il y avait peu d'eau, elle en ajouta vite depuis la cuve, ranima le feu et fit bouillir. Elle se rappela les herbes que Yrsa lui avait montrées en parlant des infusions qui font baisser la fièvre. Elle jeta dans l'eau les bouquets nécessaires et attendit que la décoction prenne une odeur qui n'était plus seulement celle des herbes, mais aussi une amertume épaisse. Elle remplit une chope de bois et l'approcha de ses lèvres. « Bois », ordonna-t-elle. Il essaya de détourner la tête. « C'est ta mère. Tu me remercieras vivant, » trancha-t-elle. Il obéit. Il avalait sans presque sentir le goût, mais la chaleur du liquide se répandait en lui, perçant à travers la fièvre. Quand Yrsa entra, la maison était déjà différente. De la vapeur flottait dans l'air au-dessus de l'eau bouillante. L'odeur des herbes ondulait. Le sol était humide de liquide renversé dans la hâte. Runa se tenait près du banc, un linge mouillé à la main, ses cheveux collaient à son front, ses joues étaient rosies. Jalti gisait comme un guerrier abattu, sauf qu'à la place du sang, c'était la sueur qui le couvrait. Yrsa posa sur tout cela un long regard. Ses yeux s'arrêtèrent sur la poitrine de Jalti, sur son souffle, puis sur le visage de Runa. « C'est commencé, » dit-elle doucement. « Je pensais que la maladie l'épargnerait, mais les dieux nous font rarement de tels cadeaux. Je sais ce qu'il faut faire, » dit Runa vite. « Il me faut plus d'eau propre, plus de linge et d'herbe. Et il ne faut pas que des gens entrent ici. Personne, sauf toi. » Yrsa releva un sourcil. « Tu commandes déjà comme une maîtresse de longue maison, » remarqua-t-elle. Mais la voix n'était pas moqueuse, plutôt respectueuse. « D'accord. J'apporterai ce qu'il faut. Et je dirai qu'on ne vienne pas traîner ici, même si je ne promets pas que tous obéiront. Dis que s'ils entrent, ils peuvent emporter la maladie avec eux, » répondit Runa.
Peut-être que la peur les forcera à réfléchir. Yrsa acquiesça. Avant de repartir, elle s'approcha de Hjalti, posa la paume sur son front, marmonna quelque chose de vieux, de païen, puis, se tournant vers Runa, ajouta « N'oublie pas l'air ». La fièvre aime les pièces étouffées, mais ne laisse pas le vent courir ici trop longtemps. Restée seule, Runa partagea la maison en deux moitiés. L'une où Hjalti était couché, et l'autre où elle faisait bouillir l'eau, préparait les infusions, et respirait un air relativement plus propre. Elle entr'ouvrait la porte le temps de quelques battements de cœur pour chasser la masse lourde et chaude, puis refermait vite, avant que le froid n'atteigne le malade. Elle changeait régulièrement les peaux et les couvertures, et remplaçait les linges sur son front dès qu'ils devenaient plus tièdes que sa peau. La nuit s'étira en une ligne sans fin. Le temps ne se mesurait pas aux étoiles derrière la porte ni à la place de la lune, mais à la fréquence à laquelle il fallait changer le tissu, au nombre de gorgées de décoction qu'il avait réussi à prendre, à la façon dont son souffle se brisait. Par moments, il semblait qu'une éternité était passée, alors qu'un quart d'heure seulement s'était écoulé. Hjalti délirait. Il voyait des navires brisés, des visages de compagnons de mer, l'eau noire, où il replongeait sans cesse pour tirer quelqu'un. Il parlait par fragments de phrases, parfois, comme un enfant. Il appelait sa mère, parfois, son père. Une fois, dans le délire, il prononça le nom de Runa comme s'il l'appelait depuis une autre rive. Elle écoutait comment passé et présent se croisaient dans sa voix, et son cœur se serrait. À l'un de ces moments, quand la fièvre était au plus haut et que le souffle devenait trop court, il la saisit soudain au poignet. Ses les doigts s'étaient brûlants, comme du fer dans une forge. Son regard était trouble, mais, un bref instant, une clarté y perça. « Si, je ne m'en sors pas, râla-t-il. Ne reste pas ici. Ne fais pas de ta vie ça. » Il essaya d'embrasser du regard la maison, le fjord, tout ce qui lui était cher. « Va vers les tiens. Là-bas, c'est ton monde. » Un instant, Runa ne put répondre. Les yeux la piquèrent. Ce n'était ni un ordre ni une prière, mais un mélange étrange des deux. On y entendait ce qu'il n'avait jamais dit à voix haute, sa faute de l'avoir mené dans cette maison, et la peur que sa vie se coince dans ces murs froids, comme une barque dans la glace. Elle se pencha plus près, pour qu'il voie son visage. « Ne meurs pas ?» dit-elle calmement, même si sa voix tremblait. « J'ai trop de travail pour recommencer tout depuis le début sans toi. » La réponse sonna presque dure, mais elle contenait un aveu plus grand qu'elle n'était prête à se permettre. Il tenta de sourire. Le coin de ses lèvres frémit, et sa main desserra un peu sa prise. Quelques instants plus tard, sa conscience se brouilla de nouveau. Mais elle savait. Il l'avait entendu. Ainsi passèrent encore plusieurs nuits. Runa dormait à peine. Parfois, elle s'affaissait quelques minutes dans un sommeil lourd et haché, assise près du foyer, le dos contre le mur. Mais chaque fois, une nouvelle quinte de toux ou un changement dans la respiration de Hjalti la réveillait. Elle se levait, s'approchait, comptait les battements du pouls, écoutait l'air passer dans sa poitrine. Quelque part, derrière tout, la voix d'un vieux guérisseur résonnait dans sa mémoire. Il ne faut pas laisser un malade étouffer. Il faut le relever un peu, s'il se noie dans sa propre poitrine. Elle le soulevait en glissant sous son dos des peaux roulées. Elle remplaçait les compresses humides par des neuves, fraîches. Parfois, elle avait l'impression que la fièvre ne tomberait jamais, que la maison resterait à jamais une petite caverne brûlante, où l'air est épais et collant. Dans ces moments-là, Runa sortait sur le seuil, se dressait sous les étoiles froides, respirait le gel à plein poumon, comme si elle se remplissait d'une réserve d'air pour retourner ensuite à l'intérieur. Yrsa venait, comme promis. Elle apportait de nouvelles herbes, des linges propres, parfois un morceau de viande ou du pain pour que Runa n'oublie pas de manger. Dans ses yeux, la fatigue se lisait. Elle parcourait le village, soignant d'autres malades. Le vieil Rolf, on n'a pas pu le sauver,
dit-elle un matin. Il était trop faible. Chez 2 enfants, la fièvre tient encore. Mais il respire. La maladie ne recule pas, mais elle ne fauche pas tout le monde d'un seul coup, comme Acalomel le pourrait. Peut-être que les dieux regardent encore par ici. Runa écoutait et comprenait que ce qui se passait chez eux faisait partie d'une grande bataille, menée dans chaque longue maison, dans chaque pièce étroite du village. Seulement, ici près de Yalti, cette bataille était pour elle plus personnelle que partout ailleurs. Un jour vers l'aube, elle remarqua que son front n'était plus aussi brûlant qu'avant. La main avec laquelle elle touchait sa peau ne se faisait presque plus brûler. Son souffle devint plus profond, plus régulier. La toux n'avait pas disparu, mais elle ne le déchirait plus avec la même cruauté. Runa resta assise longtemps à le regarder, craignant de croire à ce qu'elle voyait. Elle posa la paume sur sa poitrine et sentit son va-et-vient calme. Alors, pour la première fois depuis de nombreuses nuits, son propre corps réclama son dû. La fatigue tomba sur elle d'un coup, comme une avalanche de neige. Runa s'assit sur le banc, à côté de lui, sans ôter ses vêtements, et appuya l'épaule contre le mur. Sa main resta d'elle-même posée sur sa poitrine, comme si elle continuait à veiller sur son souffle même dans le sommeil. Ses yeux se fermèrent, et l'obscurité la recouvrit doucement, sans cauchemar. Quand Djalti reprit vraiment conscience, il faisait déjà jour. La lumière passait par l'ouverture du toit. Le feu dans le foyer brûlait d'une flamme régulière, sans cette chaleur excessive d'avant. Sa tête était lourde, mais elle ne résonnait plus comme un brasier. Sa bouche était sèche, mais sa langue ne lui semblait plus étrangère. Il entendit d'abord un souffle. Pas le sien, un autre tout près. Puis il sentit, sous sa main, une chaleur légère, un poids vivant. Il tourna la tête. Sur le banc près de lui, Runa dormait, les jambes un peu repliées. Ses cheveux s'étaient répandus sur ses épaules. Son visage était paisible, sans la tension d'autrefois. Sa main reposait sur sa poitrine, les doigts légèrement recourbés, comme si même en dormant, elle le tenait encore, l'empêchant de partir là où il n'y y a plus personne. Sur la table, non loin, des chopes vides, à terre, des linges usés. Dans la maison flottait l'odeur des herbes, de la fumée et quelque chose d'autre encore. L'odeur d'une vie nouvelle qui avait failli se rompre. Djalti inspira doucement et comprit que sans elle, il regarderait sans doute déjà le fjord depuis cette autre rive dont parlent les anciens. La pensée que sa vie tenait désormais aux mains de Runa, à son entêtement et à son savoir, s'installa en lui, à la fois légère et lourde. Avec elle vint une autre certitude. Tout ce qu'elle disait de la maladie était vrai. Tout ce qu'il avait balayé d'une plaisanterie sur les quotes de 10 se trouvait là devant lui, sous la forme d'une réalité dont il venait de sortir de justesse. Dehors, le village luttait encore contre l'ennemi invisible. Les gens toussaient et priaient, les uns leur Dieu, les autres ce Christ grossièrement sculpté sur une croix. La neige continuait de tomber, couvrant toits et sentiers. Le grondement de la mer ne cessait pas. Mais, dans la petite maison de la pente où, pour la première fois, Runa s'était permis de s'endormir sans attendre la prochaine quinte, il y avait cette impression qu'une bataille, au moins, commençait à tourner en leur faveur. Et déjà se dressait la question inévitable: que ferait Gyalti de ce savoir nouveau et de cette dette qu'il devait désormais non seulement à la mer, mais aussi à celle qu'il avait un jour tirée de l'Oao noir? Le matin où la fièvre lâcha enfin, Djalti était calme et clair, gelé, limpide, avec cette lumière qui rend même les choses les plus grossières semblables à des fragments de glace et de soleil. La neige dehors formait une couche blanche uniforme. Le fjord fumait d'une légère brume. Les falaises lointaines semblaient s'être rapprochées. Dans la maison, une paix particulière régnait. Le feu du foyer pétillait d'une flamme égale, sans cet embrasement désespéré que Runa entretenait nuit après nuit, pour chasser des coins le froid et la mort. Djalti restait allongé à écouter les bruits.
Le craquement des bûches, le léger heurt d'une cuillère de bois contre le bord d'un chaudron, des pas feutrés sur le sol. Ces sons étaient si ordinaires qu'il se rendit soudain compte combien cette simplicité lui avait manqué. Il tourna la tête et vit de nouveau Runa. Elle ne dormait plus comme à ce premier moment de retour, quand son regard avait trouvé sa main sur sa poitrine. Elle se tenait maintenant près du foyer, en tunique de laine serrée d'une ceinture simple. Ses cheveux étaient en relevé. Son visage, fatigué mais clair. Elle remuait une infusion dans le chaudron et, par habitude prise ces derniers jours, jetait parfois vers lui un coup d'œil rapide pour vérifier s'il respirait toujours aussi régulièrement. Leurs yeux se croisèrent. « Tu me regardes encore comme un poisson sur l'étal », dit-il d'une voix rauque, encore un peu tremblante. Runa sursauta à sa voix, puis sourit de soulagement. « Côte 114 », répondit-elle. Côte 215. Elle s'approcha avec une chope d'infusion tiède. Elle n'était plus aussi amère que celle qu'il avait bue dans le délire, mais plus douce, avec une pointe de miel. Jalti se redressa sur un coude, sentant son corps encore faible, mais obéissant. Runa glissa sous son dos une peau pliée pour l'empêcher de retomber, et lui tendit la chope. « Doucement, c'est chaud, » dit-elle. Il prit une gorgée. Sa gorge protesta d'une légère douleur, mais le liquide passa et le réchauffa de l'intérieur. Il se sentit soudain gêné en pensant au nombre de fois où elle s'était tenue ainsi, alors qu'il ne se souvenait de rien. Au nombre de fois où elle l'avait fait boire, où elle avait changé les linges, où elle avait veillé sans dormir, pour qu'il ne se noie pas dans son propre souffle. Combien de temps ? Commença-t-il. Assez, le coupa-t-elle doucement. Cette maladie n'aime pas lâcher vite. Il voulut en savoir plus, mais il vit les cernes sous ses yeux, déjà remarquées auparavant. Il comprit que chaque détail en plus serait comme un coup de couteau dans sa fatigue. Il se contenta d'acquiescer et se laissa aller contre le dossier de fortune. Les jours suivants, ses forces revinrent lentement, comme la marée. D'abord, il pouvait seulement rester assis contre le mur. Ensuite, aller jusqu'à la porte et regarder le fjord sans sentir ses jambes céder. Runa ne lui permettait pas d'en faire davantage. Qu'il tende la main vers le seau d'eau, et elle surgissait aussitôt. « Tu ne tiens pas encore bien debout, » disait-elle. « Tes jambes étaient plus faibles qu'une branche, il y a peu. » Jalti maugréait, peu habitué à sa propre faiblesse. Mais au fond, la gratitude l'emportait. C'était un de ces rares moments où sa fierté cédait devant la raison. Irsa venait presque chaque jour. Elle apportait des nouvelles du village. Elle disait qui s'en était tiré, qui, hélas, était parti. Elle racontait que dans une maison, on avait décidé, suivant les paroles de Runa, de réserver une pièce pour les malades, et que là, la maladie n'avait pris personne, sauf un ancien déjà prêt à partir. Dans une autre maison, où tous continuaient de dormir entassés près d'un seul feu, presque toute la famille avait disparu. « Côte 25, concluait-elle. « Côte 26 ici ?» Un signe de tête vers Jalti. « Côte 27 ?» Jalti écoutait, et chaque fois, quelque chose se retournait en lui. Il voyait les hommes qu'il respectait venir maintenant trouver Runa pour lui demander conseil. Comment s'occuper d'une femme malade? Comment ne pas exposer les enfants? Comment faire infuser sans tout laisser évaporer? Il entendait dans leur voix du respect et de la reconnaissance, parfois encore mêlés de méfiance. Mais cette méfiance reculait. « Je leur ai dit, » avoua-t-il un soir à Runa, alors qu'elle attisait le feu. « Quote 230. » Il avait parlé à mi-voix, mais ces mots-là portaient un plus qu'un simple merci. Runa se figea un instant, un morceau de bois dans la main. « Ils ne m'écoutent pas, moi, » répondit-elle après une brève pause. « Ils t'écoutent, toi. Ils ont besoin de toi. Si tu ne leur avais rien dit, ils ne seraient pas venus. » Il eut envie de rejeter cela, de prétendre que ce n'était pas vrai, qu'elle exagérait. Mais, au fond, il savait qu'en ce monde, la parole de celui qui a affronté le danger et en est revenu pèse lourd. Et le fait qu'il répétait désormais ses conseils à elle les rendait moins étrangers, plus à eux. Quand Jalti fut assez rétabli pour aller seul jusqu'à la longue maison, l'hiver battait déjà son plein.
Le vent hurlait dans les fentes, la neige crissait sous les pas, et le ciel était plus souvent blanc que bleu. Ce jour-là, peu de monde s'était réuni dans la grande salle. Ceux qui n'avaient pas encore connu la fièvre restaient un peu en retrait. Ceux qui en étaient sortis s'étaient ne levés par habitude. Jalti entra en marquant un temps sous le linteau. Le demi-jour, la fumée épaisse, l'odeur du poisson grillé et des boissons aigres lui revinrent d'un coup. Les hommes se retournèrent. L'un leva la main. « Tu es vivant !» lança l'un d'eux. « Je pensais déjà que tu étais parti boire avec Odine. » Jalti eut un rictus. « Là-bas, on dit que les chopes ne se vident jamais, » répondit-il. « Mais pour l'instant, celles d'ici me suffisent. » Il avança, prit appui sur une table, regarda les visages familiers, et, sans l'avoir prémédité, se mit à parler pour que tous l'entendent. « J'étais couché au bord, » dit-il simplement. « Assez près pour presque sentir la mer m'appeler par mon nom. Et ce ne sont ni les épées ni la force des bras qui m'ont ramené. C'est ce qu'on a appris à Runa dans sa ville. » De l'eau bouillie, des linges propres, pas de visiteurs. Son regard fit le tour de l'assemblée. Poursuivit Jalti. Il n'ajouta rien. Pour lui, c'était déjà presque un long discours. Mais ces mots suffirent. À partir de ce jour, personne ne traita plus Runa devant elle. Ou s'il le disait encore, ce n'était plus avec du mépris. Et quand on parlait de soigner les malades, même les plus têtus des anciens se surprenaient à dire d'eux-mêmes. Runa a dit que la maison de Jalti se remplit peu à peu de nouveau de la vie ordinaire. Mais elle n'était plus la même. La douleur s'en était allée en laissant des traces, dans sa faiblesse à lui, dans sa fatigue à elle, dans l'ordre nouveau de leur journée. Désormais, près du seuil pendaient des manteaux chauds séparés pour ceux qui soignaient les malades et ne devaient pas aller dans d'autres maisons. Le chaudron bouillait presque sans cesse, et l'eau y était changée plus souvent qu'avant. Runa l'avait habitué lui aussi à se laver les mains avant le repas, non pas seulement en les frottant à la neige près de la porte, mais à l'eau et eau tiède d'une écuelle. « Cotenançante » grogna-t-il un jour, quand elle lui rappela pour la 3e fois de la journée l'histoire de l'ossa. « Cotenançante » répondit-elle calmement. Irsa, qui les observait, ne pouvait pas retenir ses petits sourires. Elle voyait comment la maison avait changé et comment Jalti lui-même avait changé. Comment quelque chose de plus doux était apparu dans ses gestes, quand il frôlait par hasard l'épaule de Runa en lui passant une écuelle, ou quand son regard s'attardait sur elle, alors qu'elle croyait le voir absorbé par son travail. Un soir, quand la maladie dans le village commença enfin à reculer, et que, pour la première fois, les gens osèrent respirer un peu plus librement, Runa et Jalti restèrent seuls, à rincer les chaudrons après les décoctions. Le pot dans la grande bactée de bois était tiède, avec une odeur d'herbe à force. Leurs mains avaient presque la peau frottée jusqu'au rouge. Le travail était banal, mais dans cette banalité, il y avait un goût de victoire. « Code 250 » dit Jalti à mi-voix, sans encore lever les yeux. Les mots sortirent de lui comme s'ils s'étaient accumulés trop longtemps. Runa soupira sans cesser de frotter l'intérieur du chaudron. « J'ai fait ce que je pouvais, » répondit-elle. « Dans ma ville, cette fois-là, on n'a pas pu en sauver beaucoup. J'avais l'impression qu'on se battait contre une tempête et à main nue. Ici, au moins, quelqu'un a fini par écouter. »« Pas tout de suite, » rappela-t-il. « J'ai été le premier entêté. » Elle lui lança un regard malicieux. « Tu l'es encore, » dit Runa. « Mais maintenant, parfois tu sais reconnaître que tu n'as pas toujours raison. » Ils sourirent tous les deux. La fatigue recula soudain, laissant la place à quelque chose de tiède et de silencieux. Jalti posa le chaudron propre sur une étagère, s'essuya les mains à une toile grossière, puis s'approcha de Runa. « Au début, je me disais, » commença-t-il lentement, cherchant ses mots, « comment te rendre à ton monde? Comment te mener au sud, te remettre à ceux qui comptent les nombres et estiment les étoffes fines? Pour ne pas me sentir coupable que la mer t'ait jeté précisément sur notre fjord. » Elle s'immobilisa, un chiffon mouillé dans les mains.
Son cœur frappa plus fort. « Que te donc 61 ça ?» demanda-t-elle. Il tendit la main, prit sa paume avec précaution, celle où brillaient encore des gouttes d'eau, et, de l'autre main, avec une toile sèche, se mit à essuyer lentement l'humidité. Le geste était simple, presque domestique, mais un courant léger courut sous sa peau. « Maintenant, je comprends, dit-il tout bas, que si tu pars, mon monde redeviendra vide. Pas comme avant toi, mais pire. Je me suis habitué à te voir marcher dans cette maison, grogner contre mes vestes mouillées, me faire laver les mains, apprendre aux hommes à faire bouillir l'eau. Tu as rendu cette maison non seulement plus sèche et plus chaude, mais vivante. » Il releva les yeux. Il n'y avait plus son ironie habituelle, seulement du sérieux et une ouverture nouvelle. « Côte 264, dit-il. Côte 265. 12, côte 26. » Les mots se restèrent en suspendus entre eux, comme une corde tendue. Runa le regardait, et tout ce qui s'était accumulé pendant ces mois, la peur, l'amertume, la gratitude, l'attachement, prit feu d'un seul coup. Elle se tut le temps de 2 battements de cœur, mais pour lui cet instant fut plus long que le plus dur des hivers. « Côté Saniena, » dit-elle enfin, « côte 68. » Sa voix était douce mais ferme. Ce n'était pas une menace, c'était une condition, celle sur laquelle elle acceptait d'attacher sa vie à la sienne. Jalti acquiesça. « Désormais j'écouterai, » répondit-il, « même si d'abord tout en moi se dressera contre tes mots. Je sais déjà comment mon entêtement peut finir. » Ses lèvres frémirent en un sourire bref, un peu de travers. Ils étaient tout près. Entre eux, il n'y avait ni épée, ni filet, ni mot d'autrui. Seulement l'odeur de l'eau tiède, des herbes et du bois mouillé. Runa releva légèrement la tête. Il se pencha. Leur baiser ne fut pas violent, pas comme une tempête qui frappe les rochers. Il fut silencieux, conscient, chaud, comme un feu de foyer après une longue nuit froide. Dans ce baiser, il y avait tout ce qu'ils avaient traversé. L'eau glacée, les nœuds lourds, la maladie invisible, les nuits sans sommeil, et ce reste enfin dit à voix haute. La maison sembla inspirer à feu. Le feu au foyer flamba doucement, et les murs de bois accueillirent quelque chose de neuf entré dans leur vie. Ce n'était plus seulement la maison d'un marin qui avait tiré une jeune femme des vagues. C'était la maison de 2 personnes qui avaient appris à partager non seulement le pain et le poisson, mais aussi la responsabilité, la peur et l'espérance. Quelques jours plus tard, quand la maladie dans le village eut presque disparu, on organisa près de la longue maison un festin modeste. Pas aussi bruyant qu'après une expédition heureuse, mais avec du poisson rôti, du pain et quelques cruches de bière. Les gens riaient plus bas qu'avant, se souvenant de ceux qui n'étaient plus là, mais ils riaient tout de même. Les vivants doivent tous continuer de vivre. Runa était assise près de Jalti. Elle portait des vêtements de laine simple mais soignés. Ses cheveux étaient inquillés par un lacet de cuir. Et à son cou pendait son pendentif d'argent. Autour d'eux, des femmes murmuraient. Quelqu'un dit tout bas, sans elle. Une autre voix ajouta « Heureusement que Jalti, ce matin-là, ne s'est pas détourné de la mer et l'a tiré dehors. » Le chef du village s'approcha, un homme à la barbe épaisse et au regard lourd. « Côte Setsas » dit-il à Runa. Côte Desteinoussé-Quoten, qui dans Runa jeta un regard vers Jalti, puis vers le chef du village. « Côte 69 » répondit-elle. « Côte do 80. » Jalti eut un sourire dans sa barbe et Irsa, assise en face, se contenta d'acquiescer avec approbation. Elle voyait depuis longtemps où tout cela menait. Plus tard, quand le festin prit fin et qu'ils rentrèrent soudain par le sentier enneigé, le fjord miroitait sous les étoiles, comme une coupe remplie d'eau noire. Le vent était calme, nocturne, sans colère. Runa marchait près de Jalti, sentant la neige crisser sous ses pas, et la main de Jalti serrant ses doigts, chaude et sûre. « Tu sais, dit-elle, en hiver, j'ai toujours rêvé de pays chauds, de villes où il ne faut pas se battre contre le froid chaque jour. Et maintenant ?» Elle regarda le fjord, puis leur maison dont le toit se devinait plus bas. « Pour la première fois, je n'ai pas envie de fuir quelque part.
C'est parce que tu as beaucoup de travail ici, remarqua-t-il à mi-voix. Et parce que j'ai ici beaucoup de vie, le corrigea-t-elle. Ils descendirent jusqu'à la maison. En ouvrant la porte, ils respirèrent l'odeur familière. Fumée, bois, restes d'herbe, un peu de poisson. Dedans, l'espace paraissait plus vaste, bien que les murs fussent les mêmes. Tout semblait différent, parce que chaque objet était désormais lié à leur histoire commune. Le chaudron où l'eau avait bouilli pour les malades, les filets noués ensemble, la peau sur laquelle elle s'était réveillée pour la première fois dans cette maison. Jalti l'aida à ôter son manteau et l'accrocha à côté du sien. Un instant, leurs doigts se frôlèrent encore. Il ne retira pas sa main tout de suite. « La maison qu'on a bâtie, dit-il doucement, ne ressemble ni à celle où j'ai grandi, ni à celle que tu avais. Mais je l'aime plus que les deux. » Runa sourit. « Parce que tu as enfin admis qu'il t'arrive de te tromper ?» le taquina-t-elle. « Parce que je ne suis plus seul, » répondit-il. Elle ne trouva rien à objecter et n'en avait pas envie. Le feu au foyer flamba d'un éclat accueillant, comme pour confirmer ses mots. L'hiver n'était pas fini. D'autres tempêtes viendraient, des jours durs, peut-être de nouveaux malheurs. Mais à présent, il savait qu'il pouvait traverser beaucoup de choses s'ils restaient côte à côte. Et la mer, au-delà du goulet étroit du fjord, rude et imprévisible, devenait non seulement une menace, mais aussi une part de leur maison commune, celle qu'ils avaient montie non seulement de leurs mains, mais aussi de leur cœur. Morale ? Parfois, l'essentiel entre dans une maison sous la forme de ce dont il est le plus facile de rire. De nouveaux nœuds dans les filets, d'étranges marques de dettes sur des planchettes, l'exigence de faire bouillir l'eau et de se laver les mains paraissait des broutilles, presque un caprice d'étrangère. Tant que tout va comme avant, il est plus simple de dire côte 293 et de balayer l'idée. Mais, au moment où la mère montre son humeur, ou qu'une maladie s'insinue dans une maison trop étroite, il apparaît soudain que ces petites choses étrangères deviennent un mur entre la vie et la mort. Le fjord obéit à ses propres lois. On ne les abolit pas. Mais le monde est bien plus vaste qu'une baie. Le savoir venu de loin ne détruit pas les usages. Si on l'écoute, il devient un bouclier de plus près de l'épée, un appui de plus près des mains fortes. Et cette histoire montre aussi que la vraie force se révèle rarement dans un seul élan héroïque. Tirer quelqu'un d'une eau glacée, c'est un acte de bravoure. Mais le retenir dans ce monde, nuit après nuit, quand il délire et manque d'air, exige un autre courage, plus silencieux, plus têtu. Il est plus facile de dire « Côte française » et de se détourner, que d'admettre qu'on avait tort et d'apprendre autrement. Il est plus facile de quitter une maison qui sent la maladie et la peur, que de rester, de faire bouillir l'eau, de changer les linges mouillés et de lutter, à chaque fois, pour un seul souffle. L'amour ici ne naît ni de grandes promesses, ni de beaux discours au coin du feu. Il naît là où deux personnes apprennent à s'écouter, à s'aider, à faire confiance au savoir et à l'expérience de l'autre, même si la mer, dehors, continue de gronder à sa manière, et même si chacun d'eux a longtemps vécu autrement.